Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'heure de vérité pour la directive sur les travailleurs détachés. Les ministres des Affaires sociales de l'UE sont réunis pour trouver un accord sur ce sujet qui divise les 28 depuis des années. Une réunion qui met aussi à l'épreuve la stratégie européenne d'Emmanuel Macron. Analyse et débat dans cette édition. Les maires des grandes agglomérations mondiales à Paris pour dévoiler leurs engagements sur le changement climatique alors que les mesures de la socialiste Anne Hidalgo font polémique. Le décryptage de notre invité, l'avocat spécialiste en droit de l'environnement Arnaud Gossement. L'encadrement des loyers a-t-il du plomb dans l'aile? La question se pose après la décision du tribunal administratif de Lille qui vient d'annuler ce dispositif. Ce jugement pourrait-il faire tache d'huile et s'étendre à Paris? On en parle avec mes invités dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. La réforme s'annonce délicate. Il s'agit pour les ministres des Affaires sociales réunis aujourd'hui au Luxembourg de trouver un compromis sur la révision de la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Paris est à la manœuvre et refuse que les routiers échappent aux règles de détachement. Mais Paris devra aussi convaincre ses partenaires européens, notamment le Portugal et l'Espagne. Fabien Recker. Des négociations qui ont valeur de test pour Emmanuel Macron, très offensives dans le dossier des travailleurs détachés. Le président français, pour une fois, à l'unisson avec les syndicats. La France a une position plutôt en avant sur ces questions-là. J'espère qu'il finira par y avoir une majorité qualifiée pour qu'on révise cette directive. À travail égal, salaire égal. C'est ça la règle. À Luxembourg, les ministres du Travail des 28 planchent donc sur un compromis. Parmi les sujets sur la table, la durée du détachement ou la date à laquelle une nouvelle directive devra s'appliquer. Mais le principal enjeu des négociations est la question du transport routier. En cause le cabotage, une pratique qui consiste pour un routier européen à opérer dans un autre pays de l'UE rémunéré au tarif de son pays d'origine. Sur cette question, l'Europe est coupée en deux. La France, soutenue par un groupe de 6 pays, veut étendre la directive travailleurs détachés au transport routier afin de protéger leurs transporteurs nationaux de la concurrence des pays à bas salaire. L'Espagne, ainsi que les pays de l'Est comme la Pologne, qui compte 300 000 chauffeurs routiers, sont inquiets. Ils veulent permettre une période de cabotage de 5 à 10 jours avant qu'un routier ne soit considéré comme un travailleur détaché. Hors de question pour la France. La position de l'Espagne sera déterminante. Pour bénéficier de son appui en vue d'un compromis, la France devra peut-être lâcher du lest dans le dossier des routiers. Jeudi, ce sera au tour du Parlement européen d'adopter une position commune. Et on retrouve Tam Tranui en direct de la salle des conférences avec votre premier invité, Tam, le sénateur PS Jean-Yves Lecomte, pour une réaction à cette révision de la directive sur les travailleurs détachés. Oui, Jean-Yves Lecomte, que pensez-vous de la façon de négocier d'Emmanuel Macron sur cette directive des travailleurs détachés? Au mois d'août, il n'avait pas hésité à braquer les pays de l'Est et maintenant il semble plus se jouer l'apaisement. Écoutez, j'espère qu'un accord sera trouvé au Conseil européen. Déjà depuis le mois d'août, la bonne nouvelle finalement, c'est le travail qu'a fait le Parlement européen avec ses deux co-rapporteurs et la grosse majorité qu'à la Commission emploi du Parlement européen, les deux rapporteurs ont obtenu sur leurs propositions de réforme qui, je crois, ménagent finalement les préoccupations de l'ensemble des partis. Et j'espère que c'est sur cette base qu'effectivement le Conseil européen pourra avancer. Au mois d'août, vous aviez jugé que le discours d'Emmanuel Macron était, je vous cite, démagogique et simplificateur. Oui, tout à fait, parce que d'une part, les travailleurs détachés, effectivement, nous en accueillons beaucoup en France, mais nous en envoyons aussi beaucoup en Europe. Parce que nous sommes un grand pays d'Europe, et c'est normal. Et nous en avons besoin sur un certain nombre de métiers sur lesquels nous avons besoin de ces compétences pour pouvoir faire, et je pensais en particulier à la construction navale. Donc, et puis, en ce qui concerne le coût du travail, depuis qu'on a mis en place le CICE, j'allais dire bas salaire égal, finalement les cotisations sociales en Roumanie ou en Pologne ne sont pas moins élevées que les cotisations en France, moins CICE. Alors quel est le problème aujourd'hui selon vous dans cette directive ? Il y a plusieurs choses qui mériteraient d'avancer. D'abord, il y a la question de la simplification. La question de la simplification et de la bonne connaissance des exigences de tous les pays d'accueil. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les co-rapporteurs du Parlement européen proposent. C'est-à-dire finalement que chaque entreprise qui détache soit parfaitement, ne puisse pas dire qu'elle n'est pas au courant des droits qu'elle doit reconnaître aux personnes qu'elle détache. Car aujourd'hui, ces droits sont très souvent contournés par certaines entreprises. Les droits sont contournés, mais les droits ne sont pas toujours très bien connus. Parce que finalement, à partir du moment où vous demandez à une entreprise qui détache de connaître
finalement les exigences qu'elle doit respecter dans l'un des pays de l'Union européenne, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle soit au courant. Et c'est pas évident lorsque 27 pays, 28 membres de l'Union européenne. Donc aller vers plus de communication et de simplification sur ce sujet, c'est une des propositions du rapport, c'est une bonne chose. Je crois aussi qu'il faut éviter de faire en sorte d'avoir des détournements. C'est la raison pour laquelle on se pose la question, en particulier sur le transport routier. Il faut plus de rigueur, plus de contrôle. Il faut surtout qu'effectivement, il puisse y avoir des contrôles. La difficulté des contrôles, c'est qu'elle est exclusivement de la compétence et avec les moyens du pays d'accueil. Vous parliez des transports routiers, c'est effectivement l'une des professions qui fait l'objet de négociations au sein de la renégociation de cette directive. Est-ce que, selon vous, il faut qu'ils échappent à cette directive comme le proposent certains pays ou est-ce qu'il faut quand même des aménagements pour eux? C'est-à-dire que c'est un sujet spécifique. C'est un sujet spécifique qui est aujourd'hui régulé de manière spécifique. Il y avait une proposition de la Commission qui proposait de tout mettre ensemble. La manière de négocier d'Emmanuel Macron a conduit à ce que, finalement, à braquer un certain nombre de pays, à ce qu'aujourd'hui, ça risque d'être... Notamment un certain nombre de pays de l'Est. Les pays de l'Est, mais aussi le Portugal et l'Espagne. Et par conséquent, aujourd'hui, on s'oriente vers des choses différentes. Mais ce qu'il est au minimum important d'avoir, c'est que sur le transport routier, qui est quand même quelque chose de spécifique, parce que c'est pas vraiment du détachement que de traverser éventuellement un pays, ou de permettre à un transporteur européen de pouvoir fonctionner, de pouvoir, surtout en période de transition écologique, de ne pas revenir à vide ou des choses comme ça. Enfin, ça serait aberrant. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est effectivement des règles à négocier. Mais en tout état de cause, ce qui est dommage, c'est qu'avec la manière dont Emmanuel Macron a pris les choses au mois d'août, on peut perdre le bénéfice de la renégociation, de la révision de la directive pour les travailleurs, pour le transport. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. La lutte contre le réchauffement climatique au cœur des discussions aujourd'hui à Paris. Les élus des grandes agglomérations mondiales sont réunis autour d'Anne Hidalgo pour présenter leurs engagements sur la pollution, alors que l'élu socialiste envisage de bannir les véhicules thermiques de la capitale d'ici à 2030. Jordan Klein. D'ici 2030, 500 villes seront responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire mentir cette statistique, la quarantaine d'élus présents à Paris jusqu'à ce soir tentent de trouver des solutions. Tokyo est d'ailleurs souvent cité comme exemple. En une dizaine d'années, la capitale nippone a réussi à bannir radicalement les véhicules diesel de ses rues. Désormais, elle accumule les mesures en faveur de l'environnement. Nous avons aussi lancé un programme qui promeut la réduction énergétique en échangeant les lumières incandescentes par des lumières à LED. À vrai dire, j'ai été inspirée par l'ancien maire de Londres, il a fait la même chose. Nous savons que ces problèmes sont réels. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème humain. J'ai grandi à Los Angeles, où certains jours, nous ne pouvions pas sortir et jouer. La pollution de l'air était trop intense. C'est le moment d'agir et d'être unis. Parmi les propositions mises sur la table, augmenter l'accessibilité des transports publics, réduire le nombre des véhicules, notamment les plus polluants, favoriser le cyclisme ainsi que la marche. Pour Anne Hidalgo, présidente de C40, ce réseau international de maires, les objectifs sont bel et bien concrets. Nous nous engageons, les maires ici présents, à mettre en œuvre dans nos villes des politiques pour les personnes, centrées sur les personnes qui vivent dans nos villes. Après le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris, l'objectif est clairement affiché. Montrer que les grandes villes du monde sont unies et se serrent les coudes contre le réchauffement climatique. Et on continue les réactions politiques avec vous, Tam Tranui, aux côtés du sénateur, les indépendants, sénateur de la Somme, Jérôme Bignon. Oui, Jérôme Bignon qui était d'ailleurs en première ligne lors de la COP 21. Alors, Jérôme Bignon, il y a donc une quarantaine de maires, dont ceux de Londres, de Bogota, de Los Angeles et bien sûr de Paris, qui ont signé aujourd'hui une déclaration qui s'engage à acheter propre en matière de transport, à tendre vers le zéro émission d'ici 2030. Est-ce que c'est une bonne initiative et surtout, y croyez-vous ? J'y crois et c'est une super initiative. Je pense que c'est l'esprit de la COP que de faire partir de tous les endroits où ça peut partir, hein, le petit colibri jusqu'à la grande cité,
tout ce qui peut faire que l'accord de Paris soit mis en œuvre et respecté. Alors ça prend du temps, c'est compliqué, ça fait râler, mais sur le long terme, c'est bon parce que ça veut dire moins de particules fines, donc moins de malades, moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'objectif de l'accord de Paris, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus, à échéance 2050, les quantités qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on puisse aboutir à descendre à 2 degrés, un réchauffement de 2 degrés au lieu de 3,5 ou 4 sur le trend sur lequel on est actuellement. Donc, pas de doute, c'est une très bonne initiative. Et c'est une bonne initiative de la part des villes qui représentent 650 millions d'habitants, un 12e de la population mondiale, 25% du PIB. Les villes doivent encore plus le faire que les autres. Si vous habitez un petit village, il n'y a pas de concentration. Donc, si vous habitez 250, 2000 habitants, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas d'embouteillage à l'entrée de la ville, de sortie de la ville, il n'y a pas des gens, etc. Bon, si vous habitez les grandes villes, il y a non seulement ces émissions, il y a la concentration qui fait que, quand on regarde les cartes, il y a des brumes orange qui flottent au-dessus des villes et il y a des gens qui en meurent chaque année, les asthmatiques, ceux qui ont des bronchites chroniques, beaucoup de cancers en viennent. Donc on ne peut pas être... Il y a 2 motifs essentiels, mais la santé publique, c'est pour les enfants qui vivent en ville, pour les vieillards qui vivent en ville, pour les personnes fragiles qui vivent en ville, puis pour tous les citoyens, c'est quand même plus agréable de marcher dans une atmosphère propre. Et puis la deuxième chose, c'est pour l'humanité, parce que le nuage, il flotte autour de la Terre, donc il faut absolument respecter. Ça fait partie, quand les gens ont félicité les dirigeants du monde pour avoir signé l'accord de Paris, il fallait bien qu'ils s'attendent à ce qu'ils fassent faire des efforts. C'est important ce type d'initiative un peu transversale, alors même qu'on le voit, des pays très importants dans l'accord de la COP21 comme les États-Unis se sont retirés de l'accord. Ils se sont retirés, ils y sont encore parce qu'ils sont pas, ils ont dit qu'ils allaient se retirer, mais il faut attendre d'abord. Et deuxièmement, les villes peuvent le faire. Je sais pas, je n'ai pas connaissance de la liste des 40 villes, mais est-ce qu'il y a une ville des États-Unis d'Amérique? Oui, bien sûr, il y a notamment Los Angeles. Voilà, donc ça veut dire que, nonobstant M. Trump, il y a des tas de gens qui vont faire des efforts et les citoyens américains qui sont attentifs à la santé, qui sont attentifs aux émissions dans l'atmosphère et donc au réchauffement climatique. Quand on voit les incendies qu'il y a eu en Californie cette année, ils ont peut-être intérêt à être encore plus attentifs que nous. Anne Hidalgo est présidente du C40. Que pensez-vous justement de sa politique en matière de transport, une politique que la droite qualifie volontiers d'anti-voiture? Oui, c'est facile, ça fait partie du jeu politicien. Peut-être que c'est pas toujours très adroit, peut-être qu'il pourrait y avoir davantage de concertation. Mais vous savez, faire des efforts, c'est jamais facile. Donc les gens se mettent pas spontanément si on n'est pas obligé. La question, c'est aussi celle de l'efficacité. Certains estiment que ça reporte la pollution plus que réellement ça ne fait baisser le taux de pollution dans Paris. Je crois pas, parce qu'il y a des gens qui, du coup, ne prennent plus leur voiture dans Paris. Les encombrements, moi, ça me casse les pieds d'être dans les encombrements. Je fais du vélo, je marche à pied, je prends le métro. Et exceptionnellement, quand je suis chargé comme un baudet, je prends une voiture ou un taxi. Je pense que c'est une dynamique qui va dans le bon sens. Alors, elle a un troisième effet que je n'ai pas évoqué, je m'en excuse, c'est le fait que ça va pousser les fabricants à transformer le type de voiture et donc à accélérer le processus de la production de voitures électriques avec des piles et des batteries plus puissantes. On va avoir des autocars, puisqu'il y a un marché qui est lancé, des autobus dans Paris électriques, on a des taxis à hydrogène, on commence à avoir des taxis hybrides assez nombreux. Donc je pense que c'est en route. Un bon point donc pour la politique de la maire de Paris. Merci beaucoup Jérôme Bignon d'avoir répondu à mes questions. Moi, je n'ai pas dit ça. Merci à vous Tam pour cette réaction. Les parlementaires communistes étaient quant à eux en séminaire dans le Val-de-Marne. Députés et sénateurs ont réfléchi à la stratégie adoptée à la veille de la discussion des grands textes budgétaires dans l'hémicycle. Au Sénat, les élus veulent apparaître comme la dernière force d'opposition au gouvernement. Aurélien Romano. Le rendez-vous était pris dans une guinguette des bords de Marne, députés, sénateurs, communistes et apparentés, réunis dans une ambiance plus studieuse que festive afin de mieux préparer les prochaines batailles parlementaires. Au Sénat, le projet de loi de finances arrive, la mère des batailles si on en croit la présidente du groupe communiste. Ce sera peut-être le budget le plus dangereux du quinquennat parce que je le répète, Emmanuel Macron veut aller vite. Nous serons sur un certain nombre de fronts et que nous serons en fait complémentaires de ce que nos camarades à l'Assemblée nationale ont pu porter. Mais ce n'est pas seulement avec les députés que les sénateurs communistes veulent faire front commun. Les communistes veulent être le relais des idées et contre-propositions qui existent dans la société et se projettent sur l'année législative. Il faut
voilà, faire grandir des fronts de rassemblement larges qui manifesteront une opposition et des contre-projets à la politique gouvernementale. Parce qu'il y a dans le pays beaucoup d'idées et de contre-projets qui sont présents dans les têtes et dans les actions de toute une partie du mouvement social, qui doivent être portés aussi au débat public dans l'Assemblée nationale et au Sénat. Une image d'un groupe soudé tourné vers l'action à long terme, c'est le message donné par les communistes alors que la France insoumise, éternelle concurrente, absente du Sénat mais très présente à l'Assemblée, s'est emparée de la contestation sur la loi travail, une contestation qui semble pour le moment s'essouffler. Je vous le disais en titre, l'annulation de l'encadrement des loyers à Lille déstabilise la mise en œuvre de la mesure à Paris, d'autant que son efficacité est discutée. Certains professionnels du secteur doutent de son impact sur la régulation du marché. Alors avant d'en débattre avec mes invités, voyez ce reportage de Cécile Sixou. Locataires parisiens, faites le test. Si vous avez l'impression que votre loyer est trop cher, désormais vous pouvez vérifier sur ce site si vous payez le juste prix. Connaître les montants du marché pour éviter les abus des propriétaires ou même une flambée des loyers. Voilà l'objectif de la loi d'encadrement des loyers à Paris, mise en place en 2015. Pour cet agent immobilier, 2 ans après son entrée en vigueur, si la loi n'a pas fait baisser les prix, elle a bien permis d'éviter les excès. Elle donne un cadre. Le cadre en particulier qui nous est proposé, me semble-t-il, justifié. Ça nous facilite la tâche, nous, en tant qu'agents immobiliers, d'expliquer à un propriétaire pourquoi on ne pourra pas louer son 20 mètres carrés à 2 000 € par mois en particulier, et que l'appartement aura beau être très beau, il faudra quand même qu'on respecte, bien évidemment, cette loi. Il existe pourtant toujours des récalcitrants. Au moment de la mise en place de la loi, 45% des propriétaires ne respectaient pas les plafonds. Aujourd'hui, selon Meilleur Agent, il reste 30% de propriétaires qui louent leur appartement trop cher. Ce chiffre, il n'a pas vraiment évolué depuis 2 ans. Il a baissé très rapidement dès la mise en place de l'encadrement des loyers. Mais finalement, il reste quand même 30% des annonces qui ne respectent pas. C'est quand même un chiffre qui est important. Et ils ne le respectent pas parce que finalement, il n'y a personne qui contraint les propriétaires à appliquer cette loi. Il n'y a pas de police des loyers. Il n'y a personne qui surveille les annonces qui sont publiées. La seule possibilité qui existe, c'est le recours des locataires. Un recours que peut faire le locataire auprès d'une commission de consultation, mais elle a été très peu saisie, une centaine de fois seulement pour le moment. Les locataires restent souvent frileux d'engager une procédure contre leurs propriétaires. Et on ouvre le premier débat avec mes invités sur ce plateau. Yann Brossa, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement, adjoint communiste. Merci d'être sur ce plateau. Pierre Otus est également avec nous, bonjour. Vous êtes le directeur de l'UNPI, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers. J'accueille également Pierre Madec, bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste des problématiques d'immobilier et de logement. Et Geoffroy Boulard, bonjour. Vous êtes le maire LR du 17e arrondissement, conseiller métropolitain du Grand Paris. Merci à tous les 4. Première question pour vous, Pierre Otus. Qu'est-ce qui a motivé finalement l'UNPI à saisir la justice à Lille notamment ? Alors, on a saisi la justice d'abord à Paris, puis à Lille. Dans la chronologie des événements, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a été poussé, on a trouvé une sorte de consensus avec les professionnels de l'immobilier de l'UNIS et de l'AFNAIM pour attaquer cet encadrement des loyers qui était d'une part injustifié, qui a été mis en place à un moment où les loyers baissaient, une baisse d'1,7% de l'année 2015, les loyers à Lille. Et nous pensions que cette mesure remettait en cause le droit de propriété et le droit de jouir de son bien. Ouais. Pourtant, le loyer occupe souvent une part importante dans le budget des Français. Cette mesure n'a pas eu les effets escomptés selon vous ? Alors à Lille, je ne sais pas si les loyers ont beaucoup baissé, je ne pense pas, étant donné qu'ils baissaient quand ils ont encadré. À Paris, on attend toujours une étude qui certifie que cette expérimentation, puis qui n'en était plus une, a bien pesé à la baisse sur les loyers et surtout, est-ce que ça a permis, parce que l'objectif c'était ça, de loger les ménages modestes et les familles à Paris intramuros. Alors peut-être votre réponse, Yann Brossa, 2 questions. Déjà, est-ce que vous avez peur que cette décision de justice à Lille fasse tache d'huile à Paris, remette en cause cette disposition ? Et que répondez-vous également à Pierre Otus sur le bilan ? Tout le monde s'interroge sur le bilan de l'encadrement des loyers. D'abord, nous sommes à Paris très attachés à l'encadrement des loyers parce qu'il faut quand même partir d'un point de départ, c'est qu'aujourd'hui les loyers sont trop chers. Dans une ville comme Paris,
les loyers du privé tournent autour de 25 € du mètre carré. C'est insupportable, notamment pour les classes moyennes dont on a envie qu'elles puissent se loger à Paris. Et il est vrai que la ville de Paris s'est beaucoup mobilisée pour que l'encadrement des loyers soit appliqué dans la capitale. Moi, je note quand même une certaine contradiction dans les propos qui sont tenus. Avant la mise en place de l'encadrement des loyers, que n'a-t-on entendu? On nous a expliqué que ce serait une catastrophe, qu'il n'y aurait plus un seul logement privé qui serait construit, que ce serait un désastre pour le marché immobilier. Ce que je constate à Paris, c'est qu'on construit plutôt plus de logements neufs depuis 2015 avec l'encadrement des loyers qu'avant. Donc il n'y a pas eu de conséquences désastreuses sur le marché immobilier. Et maintenant, on nous explique que le dispositif n'est pas suffisamment efficace. Et parce que le dispositif n'est pas efficace, il faudrait le détruire totalement. Tout cela ne me paraît pas particulièrement cohérent. Moi, ce que je vois, c'est que jusqu'en 2015, les loyers progressaient à Paris, voire explosaient à Paris, puisqu'ils avaient augmenté de 50% au cours des 10 dernières années, et que depuis, on a une relative stabilité. En 2016, ils ont augmenté de 1%, ce qui est extrêmement faible. Donc je pense que l'encadrement des loyers nous a permis de remettre une certaine forme de modération dans un marché qui était devenu totalement fou. Et donc je suis très attaché à ce que ce dispositif continue à Paris. Ouais. Geoffroy Boulard, votre réaction, quel regard portez-vous sur cette décision à Lille? Est-ce que vous souhaitez aussi qu'elle soit étendue à la capitale? Moi, je pense qu'il serait intéressant qu'elle soit étendue à l'échelle métropolitaine. Parce qu'on a pris une décision à Paris intramuros, très bien, mais le marché du logement ne se limite pas à Paris intramuros. Donc... Ce sont d'ailleurs les arguments qui, notamment développés à Lille, contiennent compte de l'agglomération lilloise. On est dans une zone dense, et le Grand Paris, c'est une zone dense, c'est 130 communes. Donc j'estime qu'on aurait pu aborder les choses de manière un peu différente et qu'on voit ça à l'échelle métropolitaine. Mais c'est une mesure qui est globalement assez idéologique. On va quand même dissuader les investisseurs de louer. Et on a eu d'ailleurs 100 000 retraits de biens sur le marché depuis 2015. Il faut aussi dire qu'un tiers, depuis 2015, des propriétaires qui louaient ne respectent toujours pas la loi 2 ans après. Donc je veux dire, l'efficacité, elle est quand même très mitigée. Et le bilan, si on le fait, finalement, ça montre bien... On n'a pas décidé de supprimer les radars sur l'autoroute sous prétexte que des gens dépassent les vitesses autorisées. Non, je dis simplement que ce n'est pas la panacée, qu'on voit qu'il y a des effets indirects et qu'on voit qu'on décourage les petits investisseurs immobiliers. Il n'y a pas que des grandes multinationales qui investissent dans l'immobilier. Il y a aussi des classes moyennes qui ont des appartements. Je ne sais pas d'où sortent vos chiffres, d'ailleurs. Peut-être la réponse de l'économiste présent sur ce plateau, Pierre Madec, sur les effets réels de cet encadrement des loyers. Est-ce qu'on peut déjà les mesurer? Alors, on mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on mélange l'évolution des prix de marché. En effet, il baissait à Lille, par exemple, mais il y a plein de zones en France où il baisse. C'est pas les loyers de marché que vise l'encadrement des loyers. Ce que vise l'encadrement des loyers, c'est notamment ce qu'on appelle les loyers à la relocation. Il y a 2 types d'encadrement. On a tendance aussi à mélanger ça. Il y a l'encadrement de 2015 de la loi Allure qui fixe les prix un petit peu en niveau, qui les fixe pas vraiment, mais qui donne une fourchette de prix dans laquelle il faut évoluer. Et puis il y a un encadrement dont on parle pas, qui est passé assez facilement d'ailleurs, qui concerne 28 agglomérations cette fois-ci, pas 28 villes, mais 28 agglomérations en France, qui est l'encadrement du décret de 2012 qui encadre les loyers en évolution. Celui-là, on a assez de recul pour l'évaluer. Ce que nous dit l'Observatoire des loyers en agglomération parisienne, c'est qu'il a un effet très bénéfique sur les loyers à la relocation et que ces loyers n'ont jamais aussi peu augmenté depuis 2001. C'est l'OLAP qui le dit. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger. En effet, ça aurait du sens. Ce que dit d'ailleurs le tribunal administratif, c'est qu'il faudrait étendre l'encadrement à l'agglomération. Après, on voit bien qu'il y a des problèmes politiques qui sont comment on fait pour s'entendre avec le nombre de communes concernées à Lille ou à Paris pour étendre ce dispositif. Ouais. Yann Brossat, je voudrais vous entendre. Est-ce que cela protège réellement les locataires des abus, cet encadrement des loyers? En tout cas, la conception même de la loi fait que ce sont des loyers excessifs, abusifs, qui sont rabotés grâce à l'encadrement des loyers. Je pense notamment aux loyers très excessifs que payent les locataires des chambres de bonne, des petites surfaces, puisque ceux-là sont soumis en quelque sorte à une double peine. Non seulement ils vivent dans des petits logements, mais en plus c'est dans les petits logements que les prix au mètre carré sont les plus élevés. Et donc effectivement, dans un certain nombre de cas, l'encadrement des loyers a permis de raboter des loyers tout à fait excessifs. Et donc je pense que c'est important. On parle de jeunes, on parle de jeunes actifs qui démarrent dans la vie. Nous souhaitons que nos grandes villes, notamment Paris, puissent accueillir cette partie-là de la population qui, sans ça, serait obligée de partir en première couronne, voire plus loin. Et par ailleurs, là aussi, je note une contradiction
je vous entendais tout à l'heure, Geoffroy Boulard. D'un côté, vous nous dites ce dispositif est mauvais et il est idéologique, et de l'autre, vous nous dites il faudrait l'appliquer à l'échelle du Grand Paris. Donc du coup, j'ai quand même un peu de mal à comprendre. Soit c'est un bon dispositif, soit c'est un bon dispositif et il doit être étendu, soit c'est un mauvais dispositif et il doit être supprimé. À un moment donné, il faut savoir, il faut choisir son fusil d'épaule. Mais si on est là sur ce plateau, c'est que le bilan est quand même pas reluisant. Il n'est pas, c'est pas net. Je veux dire, on voit très bien si on crée un débat sur l'encadrement des loyers, et il date déjà depuis plusieurs années. La campagne présidentielle a été aussi l'occasion. Oui, vous proposiez de le supprimer d'ailleurs. Voilà, non, mais je veux dire, il y a eu quand même un débat, et donc on voit bien que tout ça n'est pas complètement tranché. Il faut revoir le dispositif. Les loyers, il y a certainement des loyers qui sont effectivement excessifs, mais ce dispositif n'a pas réduit les loyers, les surloyers. Il a permis de stopper la hausse. Non, il faut le prouver. Est-ce que les loyers se sont réellement stabilisés? C'est la question. Alors, en effet, l'objectif qui était assigné de chasse aux abus, lui, quand on regarde le rapport de l'OLAP, par exemple, il est plutôt rempli, cet objectif. Il y a un deuxième objectif dont on parle peu dans l'encadrement des loyers, c'est de faire converger sur le marché locatif privé les loyers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un locataire qui est là depuis plus de 10 ans, encore aujourd'hui, a un loyer à surface équivalente 40% inférieur à un locataire qui arrive sur le marché. L'un des objectifs de l'encadrement, à la fois de la loi Allure, mais aussi du décret de 2012, c'est de faire converger ces loyers. Là, il pourrait y avoir un espèce de consensus quand même politique pour dire que c'est pas normal que des ménages qui sont là depuis très longtemps aient des loyers 40% inférieurs pour des biens similaires à des ménages qui arrivent sur le marché. Pierre Toussaint, vous êtes favorable à Donc cette convergence? on est en train de nous expliquer que les loyers qui sont un peu plus faibles à Paris, il faudrait les remonter. Du fait de tout à fait ce que j'ai expliqué. Des loyers. C'est un peu ce qu'on comprend à travers ce que vous dites. Si vous voulez faire converger, c'est un peu on comme peut aussi faire baisser les loyers qui sont 40% supérieurs. On n'est pas obligé d'augmenter les loyers qui sont 40% inférieurs. Dans ce cas, vous allez décider à la place du marché unilatéralement quel est le prix du loyer que doit être appliqué à chaque logement à Paris, dans le privé. C'est ce que fait en partie l'encadrement, de la loi Allure en tout cas. C'est ce que fait l'encadrement, mais une baisse de 40%, je pense que ça me paraît quand même assez monstrueux. Et là, pour le coup, l'encadrement était une bombe, c'est une guerre nucléaire de baisser de 40%. On nous dit aujourd'hui qu'un propriétaire sur 4 ne respecte pas. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce cet que encadrement des loyers. Au début, c'était 1 sur 2, maintenant c'est plutôt 1 sur 3, 1 sur 4. C'est l'Observatoire des loyers qui dit ça. C'est le LAB qui le dit. Bon, j'aimerais avoir des vraies études un peu indépendantes, des études globales et d'impact réel de cet encadrement. Le LAB sera ravi de... Ce qui est intéressant à voir, c'est la très grande complexité qu'il y a sur le dossier depuis le début. On a eu une loi qui a été mise en place, qui a mis en place un décret, puis des arrêtés pour les agglomérations de Paris. On a deux choses qui se superposent en réalité. Vous avez un arrêté qui est pris par le préfet et un décret qui est pris annuellement au niveau national sur les 28 agglomérations, avec des loyers dans des cas où le bailleur, de bonne foi, va sur le site, se connecte sur le site de l'encadrement des loyers et se retrouve à prendre le loyer majoré. Il n'est pas idiot, il essaie d'avoir le loyer le meilleur pour lui, parfois il le baisse. Il est plutôt vertueux dans ce cas-là. Mais parfois, lorsqu'il doit l'augmenter, il ne respecte pas le décret en voulant respecter l'arrêté. Si bien qu'il est totalement hors la loi. Et il y a une grosse insécurité juridique qui naît de cela. Et au-delà de l'application pratique pour les professionnels ou les propriétaires en direct, il y a aussi la lisibilité. On a eu d'abord une application sur 28 agglomérations, ensuite une remise en question par le Premier ministre. Maintenant, le Conseil d'État dit, le Premier ministre, ce qu'il a dit, c'est pas bon, on doit l'appliquer partout. Et lorsque l'on attaque au tribunal administratif, parce qu'on l'appliquait sur une agglomération, sur une ville, on nous explique qu'il faut l'appliquer sur l'agglomération. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas sur l'agglomération? Alors c'est vrai à Lille, c'est vrai à Paris, parce que les données ne sont pas suffisamment fortes, les données collectées ne sont pas assez fiables, et on n'est pas capable en réalité de coordonner l'encadrement des loyers sur toute une agglomération à Paris. Ouais. Vous savez, ce que je trouve fou, c'est que finalement, votre recours arrive d'une certaine manière à contre-temps, parce que l'encadrement des loyers, notamment dans une ville comme Paris, moi, il me semblait depuis 2 ans relativement installé. Et en réalité, les professionnels de l'immobilier, je vois des promoteurs tous les jours en tant qu'adjoint au logement. On a entendu dans votre reportage un agent immobilier qui disait que finalement, il trouvait que ça fonctionnait relativement bien. Et donc, remettre une pièce dans la machine maintenant, alors même que le dispositif faisait relativement consensus, je trouve ça étrange. Et puis par ailleurs, je trouve assez fou qu'on continue à débattre en permanence de ce sujet, alors qu'il y a des pays dans lesquels l'encadrement des loyers est à l'œuvre depuis très longtemps. À Berlin, il y a l'encadrement des loyers et personne ne vient dire que c'est une catastrophe, que ça conduit à une baisse de la construction, que plus personne ne veut louer son logement, etc. Il y a pas la concentration parisienne. Eh bien, a fortiori, dans une zone tendue comme Paris,
où on a peu de parcelles disponibles, où on peut peu construire de logements, la question fondamentale, c'est celle de la régulation. Comme on ne peut pas agir massivement par un choc de l'offre qui consisterait à construire 10 000 logements par an à Paris, ce n'est pas possible. Donc il faut bien que d'une manière ou d'une autre, on régule le parc. Mais est-ce qu'il faut l'étendre à la métropole du Grand Paris, Yann Brossard ? Sans doute, si on en a les moyens, sans doute. Simplement, on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est à Paris qu'on a les loyers les plus excessifs. Si on doit l'étendre, évidemment qu'il faut le faire, notamment là où les maires le demandent, et je crois qu'un certain nombre portent cette exigence. Si on l'étend à la métropole du Grand Paris, encore une fois, alors c'est peut-être un peu technique, mais on n'applique pas la loi Allure. Alors, il faudrait peut-être légiférer, changer cette loi Allure. Nous, on demande sa suppression, en tout cas, sur tout un volet. Mais, encore une fois, la complexité de la mesure et de la mise en place de la mesure n'est pas comprise par tout le monde. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est de savoir si on veut réguler le loyer ou pas. Vous ne le souhaitez pas. Je suis convaincu que la grande majorité des Parisiens y sont favorables. Alors, Geoffroy Boulard et ensuite Pierre Madec. Pardon. Oui, le problème, c'est quand même de raréfier l'offre. Et ça, c'est une problématique qui est en train de se poser. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en train de dissuader un certain nombre d'investissements dans le logement. La création de logements, c'est quand même un enjeu. Et aujourd'hui, on veut réguler, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, ça devient extrêmement contraignant et dissuasif. Et donc, moi, je m'oppose à ce côté très dissuasif du dispositif Allure, qui doit être complètement revu, qui est plus adapté, qui est très idéologique. Alors, il y a des aspects intéressants, mais il y a aussi des effets secondaires et qu'on est en train d'apprécier en ce moment, et d'où les recours qui ont été intentés, notamment à Lille. Le chef de l'État lui-même dit « Je n'y crois pas ». Emmanuel Macron avait été interpellé par un militant du droit au logement à Toulouse sur cette question. Pierre Madec. Tout à l'heure, on mentionnait le fait qu'il y avait des inégalités qui pouvaient exister chez les locataires, entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Il faut savoir que chez les propriétaires aussi, ces inégalités existent. Alors, sur le 100 000 logements auraient été retirés du marché, il y a 400 000 logements sur le marché locatif parisien, ça m'étonne un peu qu'il y ait 100 000 logements qui aient disparu. Mais il y a un vrai risque, en tout cas, qui pèse, c'est que on applique l'encadrement indifféremment si le locataire possède son bien depuis très très longtemps, a fini de le rembourser, profite de la hausse des prix pleinement et fixe son loyer au niveau du loyer de marché. Donc lui, il a un taux de rendement locatif très très élevé. Évidemment que l'investisseur qui arrive avec des prix immobiliers au plus haut et des loyers qui sont encadrés, lui, il va avoir une incitation à investir dans l'immobilier parisien, sans parler même des mesures fiscales qui ont été annoncées récemment, notamment sur la réforme de l'ISF. Mais en tout cas, l'incitation à investir sur le marché locatif privé parisien, elle peut être moindre. Donc il faudrait trouver aussi les moyens politiques de régler ce problème d'inégalité au sein même des bailleurs. Alors peut-être Yann Brossard, votre réponse. C'est une bonne suggestion. En tout cas, moi, je suis vraiment favorable à ce qu'on réussisse à avoir un dialogue constructif sur le sujet et qu'on sorte précisément des postures idéologiques qu'on a vu se succéder depuis maintenant 2 ans. Et ce que je regrette, c'est que, d'une certaine manière, ce recours réactive des clivages idéologiques qu'on avait eus au moment de la loi Allure et dont on a constaté qu'ils n'ont pas conduit à un désastre comme certains l'avaient prévu. Écoutez, à Paris, on ne peut pas dire que la construction se soit arrêtée parce qu'il y a eu la mise en place de l'encadrement des loyers au 1er août 2015. Au contraire, on construit, je le répète, on construit autour de 4 à 5 000 logements par an quand on en construisait plutôt moitié moins au cours des années précédentes. Donc on ne peut pas dire que le marché immobilier soit dans une situation désastreuse. Alors, sur le timing du contre-courant, la justice étant ce qu'elle est, ce recours a été déposé il y a quelques semaines. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une procédure assez longue. Donc, nous, ce que l'on pointe du doigt, c'est déjà de mettre le gouvernement actuel et le président actuel au pied du mur pour qu'ils prennent une décision définitive, sereine et stable, pour qu'il y ait une visibilité d'avenir pour les bailleurs, que cette mesure soit maintenue ou pas. Il faut quand même qu'on en tienne compte. Et puis, cet encadrement, pour nous, c'est une mauvaise... c'est un mauvais remède à un mal qui existe effectivement à Paris, où Paris est la ville la plus dense d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. On est très petit, c'est un village gaulois, Paris, où on a construit beaucoup, mais pas assez, et où les gens se sont concentrés. On a divisé la taille des logements, et donc le foncier est cher, et la location est forcément chère. Quelles sont les propositions du NPI que vous représentez justement sur les ce propositions plateau ? du NPI, elles sont très simples. Déjà, on parlait du Grand Paris tout à l'heure. On veut mettre en place ce Grand Paris absolument. Je ne sais pas qui a conceptualisé ce truc, mais si on veut surconcentrer une activité dans un endroit où l'activité est déjà concentrée, où la zone est déjà tendue, on va concentrer, il va y avoir beaucoup de demandes, très peu d'offres.
forcément, il y a un déséquilibre. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Effectivement, on est pour un choc d'offres, on est pour la construction, et on est ravis que la construction augmente de manière exponentielle, je ne sais pas, à Paris, en tout cas, qu'elle double par rapport à il y a quelques années. C'est très bien qu'on continue de construire, mais peut-être qu'il faut rationaliser la politique. Alors, c'est une politique un peu plus générale, de déconcentration de l'activité parisienne, ou en tout cas de décentralisation de l'activité en France. C'est-à-dire que les Parisiens ne pourront plus habiter dans Paris, Geoffroy Boulard? Mais c'est déjà le cas. Il n'y a plus C'est personne. difficile. Aujourd'hui, vous voyez, les classes moyennes, les familles, elles quittent Paris pour des questions de place, de logement, et vont en première couronne, où les loyers sont effectivement moins élevés. Donc il y a un vrai sujet de construction à Paris qu'on a dissuadé depuis un certain nombre d'années, et il faut réarmer, notamment sur le plan législatif. Il faut qu'il y ait une politique volontariste, incitative, pour qu'il y ait de l'investissement privé dans le logement à Paris. Bon, il faut voir qu'au niveau de Paris, tout comme au niveau national d'ailleurs, sur le choc d'offres qui est promis par le gouvernement, la construction neuve, c'est 1% du stock de logements en France. C'est-à-dire que ce n'est pas en construisant même massivement, même si vous multipliez par 2 le niveau de production actuel, vous aurez un impact sur les prix qui est au final relativement faible. Donc ce qu'il faut pour loger plus de ménages modestes ou de classe moyenne à Paris, c'est pas forcément construire pour faire baisser les prix, mais c'est surtout construire du logement abordable pour ces familles-là. C'est uniquement comme ça que vous arriverez à faire revenir des ménages modestes, hélas. Peut-être Yann Brossat, ça fait revenir certains Parisiens, cette mesure d'encadrement des loyers? Le fait est que depuis 2000, en tout cas, Paris augmente plutôt en population. Et c'est lié, de mon point de vue, à 2 choses. D'une part, au développement du logement social, parce que dans une ville comme Paris, c'est quand même le développement du logement social qui permet à des familles modestes et des classes moyennes de continuer à vivre dans une ville comme la nôtre. Et deuxièmement, tous les dispositifs de régulation, notamment l'encadrement des loyers depuis 2015, qui nous permet quand même d'assagir des niveaux de loyer qui étaient devenus, il faut bien le dire, totalement délirants. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire, et on le dit tous autour de cette table, les loyers sont trop chers, les prix à la vente sont trop chers, et de l'autre, ne rien proposer. Il faut bien trouver des outils de régulation qui permettent de rendre le marché un peu plus compatible avec les revenus des ménages. Ouais. Pierre, tu sais ce qu'on a vu dans le parc privé aussi, une augmentation du nombre de logements vacants. Oui, alors il faut aussi bien savoir ce que c'est qu'un logement vacant. Et puis on va peut-être pas débattre sur le droit de propriété des gens s'ils souhaitent avoir un logement dans lequel ils viennent de temps en temps, et qu'ils le mettent d'ailleurs parfois sur Airbnb le temps où ils ne sont pas là. C'est un autre sujet. Nous, une mesure qui nous paraîtrait intelligente, au-delà d'avoir du logement social, toujours beaucoup de logement social. Il en faut, c'est très bien, mais on n'est pas non plus pour la collectivisation du logement, comme c'est le cas dans certaines villes de province, où on atteint Il y a de la marge à Paris, dans certains quartiers. Il y a de la marge à Paris. Dans certains quartiers. J'en conviens. Il y a certains quartiers où on construit énormément. Il y a une solution qui est simple, c'est la mobilisation du parc privé. On en parle beaucoup. On a eu beaucoup de débats, notamment avec la Fondation Abbé Pierre, qui a rendu un très bon rapport là-dessus, mais qui manque peut-être de la dimension fiscale. Un bailleur, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Une rentabilité saine, pas énorme, où il peut récupérer son logement, y faire des travaux, et notamment des travaux de rénovation énergétique. Et puis, son loyer, si on lui dit que sa fiscalité peut être un peu baissée, lui, il baissera son loyer. Donner au bailleur privé la fiscalité du logement social, il pourra diviser ses loyers par 2, ça ne lui posera aucun problème, tant qu'il récupère une rentabilité à 2 ou 3%. Aujourd'hui, je rappelle que la rentabilité dans l'investissement locatif, c'est plus aux alentours de 0,5 ou de 1. Ouais. Vous souscrivez à cette proposition, Geoffroy Boulard? Oui, c'est une bonne idée. Moi, je voulais rebondir sur le logement social à Paris. Vous parliez de collectivisation. Dans certains quartiers, j'insiste, on est en surdensité. Monsieur Brossat, vous menez une politique, certains quartiers où vous voulez créer du logement social, là où il y en a déjà beaucoup. Pourquoi vous opposez quand j'en suis dans le 16e? Non, on ne s'oppose pas. On s'oppose que lorsqu'il y a surdensité. Vous avez même ralenti des projets de 10 ans. J'ai voté avec vous des projets dans des quartiers qui répondaient pas au... Comme à la Porte d'Auteuil, par exemple. Non. Moi, je vous parle du 17e arrondissement. Vous avez quel est votre pourcentage de logements sociaux dans votre arrondissement? Mais monsieur Brossat, vous savez très bien que la réalité... 12%. La réalité du 17e arrondissement n'est pas celle du 20e. De là à parler de collectivisation, il y a du boulot encore. Vous en rêviez, mais ça coûte tellement cher aux contribuables que vous êtes... encore 88% de logements privés. C'est des millions d'euros qu'on consacrer à créer du faux logement social. À loger des classes moyennes à Paris. C'est pas vrai, elles quittent
elle quitte le logement social que vous entretenez pas. Monsieur Brossard. Vous délirez là. Mais pareil, mais vous croyez qu'on a un taux de rotation important dans le logement social à Paris? Venez regarder les chiffres. Venez à Paris Habitat, venez dans un certain nombre de quartiers du 17e. Ah ben écoutez, alors, vous venez pas souvent en réunion de concertation avec les bailleurs sociaux et vous n'entendez pas le mécontentement des classes moyennes. Les gens veulent quitter certains quartiers, je peux vous le dire, monsieur Brossard. Vous voulez pas l'entendre, mais c'est une réalité. On va donner la parole, si vous voulez bien, à Pierre Madec. Les bailleurs sociaux à Paris ne font pas leur travail en matière d'entretien du parc. C'est tout à fait scandaleux et lamentable. Débat, Geoffroy Boulard, ils ne sont pas présents sur ce plateau. On aura l'occasion d'y revenir. Pierre Madec, un mot de conclusion. Mais derrière ce débat très politique, dans lequel je ne mettrai pas les pieds, mais il y a une question de la territorialisation quand même. On parle de Paris, on parle de Lille, mais il faut quand même adopter en effet une vision au niveau des quartiers. C'est-à-dire que par exemple l'encadrement des loyers a beaucoup été critiqué du fait qu'il n'y avait pas assez de quartiers qui étaient pris en compte dans la fixation des plafonds. Et c'est une critique qui peut s'entendre. C'est-à-dire comment on peut considérer un quartier de manière homogène. Il y a un vrai débat là-dessus. Donc on parle de Paris, de l'agglomération, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a certains quartiers du 17e arrondissement qui n'ont pas des niveaux de loyer qui sont les mêmes que d'autres quartiers du 17e arrondissement et potentiellement des quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux, parce qu'il y a aussi des quartiers, je crois me souvenir, où il y a pas mal de logements sociaux dans le 17e. Mais en tout cas, tenir compte de manière plus pertinente de cette territorialisation et des effets de quartier, c'est aussi une réflexion, je pense, à mener dans ce débat-là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour débattre de cette question de l'encadrement des loyers. L'avenir des pôles de ruralité faisait l'objet d'un colloque aujourd'hui au Sénat sur fond de grogne des collectivités territoriales et de baisse des dotations. Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a tenté de rassurer les élus présents. Alicia Arpaia. La baisse des dotations n'aura pas lieu en 2018. La ministre Jacqueline Gourault confirme devant les élus territoriaux le maintien de 2 dotations, la DETR et la DSIL, qui devraient même augmenter de 5%. Pas d'annonce supplémentaire de sa part, mais cette position satisfait les élus sur place ce matin. Elle montre qu'elle prend réellement en compte nos territoires, pôles territoriaux et ruraux, par rapport aux pôles métropolitains. Et dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, on voit que cette réflexion est pleinement intégrée, donc nous sommes réellement satisfaits de cette intervention. De nouvelles procédures devraient aussi être mises en place dans l'attribution de ces dotations, avec notamment la fin des effets de seuil. De quoi réjouir les représentants des plus petites collectivités. Je viens de petits pays ruraux où des projets à 20 millions d'euros, on en fait très peu, mais 7 projets à 3 millions nous intéressent beaucoup. Donc si on brise les seuils, ça va nous permettre éventuellement de les monter et de les réaliser. Cependant, la ministre est restée évasive sur certains points, comme la baisse des financements des territoires à énergie positive pour la croissance verte et la question des contrats de ruralité. Des investissements mis en place sous le précédent gouvernement qui rencontrent des difficultés d'application. Aujourd'hui, ces contrats de ruralité ne sont plus signés, ou alors, pour celles et ceux qui ont été signés, ils ont été réduits parfois de 50%. Et la ministre a été absente de réponse. C'est un petit peu gênant pour nous qui, justement, sur nos territoires, souhaitons défendre la ruralité, souhaitons voir se développer la ruralité. Les représentants territoriaux espèrent que le gouvernement continuera d'être à l'écoute après cette journée d'échange, avant le vote définitif du projet de budget 2018. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences avec le sénateur RDSE du Gers, Raymond Vall, pour une réaction à ces contrats de ruralité. Tam. Oui, Raymond Vall, on a entendu globalement la satisfaction des élus locaux face au discours de Jacqueline Gourault de ce matin. Mais pour vous, il reste un point noir, c'est celui qui concerne les territoires zéro émission et très clairement des crédits qui sont coupés à ce niveau. Oui, effectivement, les territoires qui ont été labellisés TEPCV, territoire à énergie positive pour la croissance verte, ont reçu par une circulaire qui est arrivée la semaine dernière, une information qui a évidemment semé plus que le trouble, puisque cette circulaire laisse supposer que ce qui n'a pas été, ou même ce qui a été engagé actuellement dans le cadre de ces TEPCV, se verra coupé de la moitié des crédits, c'est d'environ 300 millions
d'euros. Donc c'est vrai que... Moins 300 millions d'euros sur des projets qui sont parfois déjà engagés. De 750 millions qui est déjà engagé. Donc ça veut dire que des communes, ça veut dire que des entreprises se sont vues confier des travaux et que les collectivités ne savent pas comment elles vont pouvoir régler ces travaux. Donc c'est vrai que nous avons immédiatement réagi. L'ADCF, l'ANPP, 3 associations ont signé une pétition et nous avons demandé rendez-vous d'urgence au ministre Nicolas Hulot pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est inconcevable que l'État ne respecte pas sa parole. Et donc, c'est vrai que tout au long de cette journée, nous avons eu de bonnes nouvelles, j'ose dire. La ministre, donc... Oui, vous avez trouvé quand même Jacqueline Gouraud globalement rassurante. Sur quel point? Oui, on l'a trouvée rassurante. D'abord, sur un point essentiel, c'est-à-dire que les contrats de ruralité seront maintenus pendant 3 ans, à peu près aux objectifs qui ont été fixés. Ensuite, que dans ces contrats de ruralité, nous avions peur qu'il n'y ait pas de financement d'engineering. Elle a confirmé qu'à hauteur de 10%, il serait maintenu. Et ensuite, bon, la DETR, cette dotation pour les territoires ruraux, qui évidemment, dont les préfets ont la responsabilité, est maintenue au même niveau que 2017, voire légèrement supérieure. Et puis, la dotation de solidarité à l'investissement local, qui évidemment était sous forme provisoire en 2017 et confirmée pour 2018. Donc je pense que à la confirmation que nous avons eue ce matin de ces différents dispositifs, nous sommes globalement satisfaits. Lors de la conférence des territoires de l'été dernier, Emmanuel Macron avait dit les territoires ruraux, les zones rurales ne doivent plus servir de variable d'ajustement. Est-ce que vous avez le sentiment que ces territoires ruraux sont mieux traités par ce gouvernement-ci que par le précédent ? Disons que c'est un premier signal. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont mieux traités parce que pour l'instant, il n'y a pas de politique définie. Et lorsqu'on parle de fracture donc territoriale, il n'y a pas un dispositif qui est clairement établi pour engager une lutte contre cette fracture. Pas la fracture, les fractures. Parce que lorsqu'on parle de fracture territoriale, ça concerne aussi bien des territoires périurbains, les banlieues, que des territoires ruraux, purement ruraux. Donc, ces territoires, aujourd'hui, certes, ces mesures dont on vient de parler sont quand même de bonnes nouvelles. Dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, la nécessité de faire des économies, tout le monde peut le comprendre. Donc, que la ruralité ait été préservée, j'en conviens, et nous en sommes conscients et heureux. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. Nous avons engagé des contrats de réciprocité pour aller plus loin. Et c'est là que nous attendons un petit peu le gouvernement. Merci beaucoup Raymond Vall d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à vous. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. La lutte contre le réchauffement climatique au cœur des discussions. Aujourd'hui à Paris, des élus des grandes agglomérations mondiales étaient réunis autour d'Anne Hidalgo pour présenter leurs engagements sur la pollution, alors que l'élu socialiste envisage de bannir les véhicules thermiques de la capitale d'ici à 2030. Jordan Klein. D'ici 2030, 500 villes seront responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire mentir cette statistique, la quarantaine d'élus présents à Paris jusqu'à ce soir tentent de trouver des solutions. Tokyo est d'ailleurs souvent cité comme exemple. En une dizaine d'années, la capitale nippone a réussi à bannir radicalement les véhicules diesel de ses rues. Désormais, elle accumule les mesures en faveur de l'environnement. Nous avons aussi lancé un programme qui promeut la réduction énergétique en échangeant les lumières incandescentes par des lumières à LED. À vrai dire, j'ai été inspirée par l'ancien maire de Londres. Il a fait la même chose. Nous savons que ces problèmes sont réels. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème humain. J'ai grandi à Los Angeles, où certains jours, nous ne pouvions pas sortir et jouer. La pollution de l'air était trop intense. C'est le moment d'agir et d'être unis. Parmi les propositions mises sur la table, augmenter l'accessibilité des transports publics, réduire le nombre des véhicules, notamment les plus polluants, favoriser le cyclisme ainsi que la marche. Pour Anne Hidalgo, présidente de C40, ce réseau international de maires, les objectifs sont bel et bien concrets. Nous nous engageons, les maires ici présents, à mettre en œuvre dans nos villes des politiques pour les personnes, centrées sur les personnes qui vivent dans nos villes. Après le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris, l'objectif est clairement affiché. Montrer que les grandes villes du monde sont unies et se serrent les coudes contre le réchauffement climatique. Et pour parler de cette question, Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite.
Bonjour Arnaud Gossement. Bonjour. Alors on va tenter avec vous de faire un bilan des mesures anti-pollution. On a du mal en tout cas à se faire une idée claire. Parfois il y a beaucoup de chiffres, des rapports parfois contradictoires. Un an après la fermeture des berges rive droite à Paris, est-ce que oui ou non on respire mieux dans la capitale ? Alors, réponse globalement, ça n'a pas changé les choses. C'est Airparif qui nous le dit dans un rapport qui a été publié tout début octobre, qui est un organisme indépendant de mesure de la qualité de l'air en Ile-de-France. Ce n'est pas la catastrophe annoncée, notamment pour le centre de Paris. On remarque que là où il y a eu des reports de circulation, il n'y a pas d'augmentation notable de la pollution de l'air. À l'inverse, sur l'Est parisien, effectivement, entre 1 et 5% d'augmentation de la pollution de l'air. Mais globalement, sur l'agglomération francilienne, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ces 3 km de berges piétonnisées n'ont pas fondamentalement changé les choses. Ça n'a pas changé les choses. Donc justement, selon cette étude, la piétonnisation n'a fait que déplacer visiblement les zones de pollution. La pollution, elle a bien reculé sur les quais dont on parle, les quais qui sont désormais interdits à la circulation. Ouais. Une baisse qui peut aller d'ailleurs jusqu'à 25%, donc c'est assez notable. En revanche, les niveaux de pollution restent élevés dans les autres arrondissements, en particulier, vous l'avez dit, dans l'Est de Paris. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas efficace. Mais si ça ne change pas. Non, si. Non, mais si ça ne change pas, ce n'est pas efficace. Alors d'abord, c'est une mesure qui est très récente, très localisée. Ça et fait qui un s'inscrit... an. Oui, donc c'est à l'échelle des politiques publiques en matière de qualité de l'air qui s'échelonnent toutes depuis le début des années 90. La loi sur l'air, c'est 96, vous voyez. Bon. Donc un an, ça reste assez peu. Et puis surtout, c'est la première marche d'un escalier. D'ailleurs, la mairie de Paris elle-même a reconnu qu'aujourd'hui, en matière de pollution de l'air à très court terme, ça n'avait pas encore eu d'effet. L'important, c'est de savoir si c'en aura un jour et quand. Et la mairie de Paris a annoncé elle-même d'autres mesures, on y reviendra, qui vont venir compléter ce dispositif qui ne se limite pas à la piétonisation des voies sur berge. Encore une fois, je ne suis pas pour l'écologie des symboles et du spectaculaire. Faire juste ça, ça ne suffit pas. Mais ça a aussi une vocation pédagogique de faire comprendre aux Français que la voiture thermique n'a pas d'avenir en agglomération. Néanmoins, revenons un instant sur les chiffres. On a quand même du mal à y voir clair. Je vous propose d'écouter Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'était ce matin à la radio là-dessus. Depuis 10 ans, la pollution à Paris a baissé de 30%. Elle a baissé de 4% l'année dernière parce qu'elle est directement liée au trafic automobile. Vous savez, elle a augmenté de 22% quai des Célestins, à l'endroit où ça s'arrête. Mais non, mais écoutez, la pollution à Paris est en train de diminuer. Si, comme d'autres personnes, vous, Patrick Cohen, vous considérez que plus de voitures, non, moins de voitures... Je ne considère pas, je me suis contenté de lire les 45 pages du rapport d'Airparif. Oui, écoutez, moi je le connais bien aussi. Si moins de voitures pour vous égale plus de pollution, je vous laisse dans cette certitude. Moi, j'ai une autre certitude qui, elle, est vérifiée scientifiquement, c'est que moins de voitures, ça fait moins de pollution. Voilà, moins de voitures, moins de pollution, c'est néanmoins quand même une querelle de chiffres. Quand on écoute Anne Hidalgo, le pari qui est fait également dans la politique globale parisienne, c'est le recul de la voiture selon le principe d'évaporation. C'est-à-dire que les conducteurs seraient fatigués, j'explique pour les téléspectateurs, les conducteurs seraient fatigués des embouteillages, ils vont finir donc par abandonner leur voiture pour prendre les transports en commun. Est-ce que ça, c'est une théorie qui se vérifie ailleurs ? Alors dans d'autres capitales européennes, effectivement, c'est une théorie qui s'est vérifiée, mais il faut juste replacer le débat dans son contexte. La voiture, c'est les transports en général, qui ne se limitent pas qu'à la voiture, c'est effectivement un tiers de la pollution en général. Après, si on sépare polluant par polluant, on se rend compte que la voiture contribue plus ou moins à l'émission de ces polluants. Et puis surtout, il y a d'autres sources de pollution. C'est, je crois, 70% des émissions de gaz à effet de serre à Paris. Exactement, mais voilà. Alors, le gaz à effet de serre, effectivement, est une source de polluants. Il y en a d'autres qui ne se limitent pas au dioxyde de carbone. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, dans cette interview que vous avez montrée, c'est que les deux ont raison. C'est que oui, il y a une baisse générale de la pollution à Paris, ne fût-ce que si on compare avec la situation à Paris à la fin du 19e siècle et les industries qui se trouvaient en ville qui étaient également très polluantes, l'air était irrespirable à Paris. Mais d'un autre côté, Patrick Cohen a raison de dire que cette piétonisation n'a pas suffi, n'a pas permis de faire baisser la pollution à elle seule. Mais quand Anne Hidalgo dit que ça a baissé de 30% en 10 ans, elle a raison. La pollution a bien baissé d'un tiers à Paris. Oui, elle a raison. Si on prend l'ensemble des modes de transport sur cette période-là, effectivement, elle a raison. Si on prend juste la question des voies sur berge et juste de la voiture, non. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, les maires des grandes villes qui se réunissent aujourd'hui pendant 2 jours pour dévoiler leur plan de lutte contre la pollution. Justement, qu'est-ce qui marche ? Comment font ces autres grandes villes pour lutter contre la pollution ? Qu'est-ce qui a marché chez eux ? Alors d'abord, ce qui a toujours marché dans toutes les villes, c'est le fait de pointer un cap très clair, de dire comment on va y aller et à partir de là, de faire de la pédagogie.
On s'est rendu compte lors du Grenelle de l'environnement qui a fêté ses 10 ans que le débat n'était pas du tout mûr en France sur toutes les mesures qui peuvent être envisagées. Lorsqu'on parle par exemple de péage à l'entrée des villes, on va hurler et crier la discrimination entre la banlieue et le centre de Paris présumé plus riche. Lorsqu'on parle des zones à circulation restreinte, pareil. Je voyais qu'il y avait une manifestation de motards en colère en province ces jours-ci. Bref, on a l'impression d'être au tout début du débat sur les différentes mesures. On a beaucoup de retard, vous voulez dire ? On a un retard phénoménal en termes de débat public sur la qualité de l'air. En plus, on focalise sur la voiture, ce qui est très important, mais il n'y a pas que la voiture. Il y a aussi l'agriculture. L'emploi des pesticides est une source de pollution de l'air. L'industrie également, il faudrait en parler. Jusqu'au feu de bois aussi. Rappelez-vous le débat lorsque Ségolène Royal avait voulu permettre aux Franciliens de continuer à faire des flambées, comme elle disait, dans leur cheminée. Bref, on est au début d'un débat qui est assez caricatural en plus. Et puis surtout, on a l'impression, un peu comme pour le changement climatique, que les Français n'ont pas conscience de l'ampleur du problème. Vous avez vu cet article dans The Lancet, là, sur les chiffres au niveau mondial des morts qui sont dus à la pollution de l'air. Ça donne le vertige. Aujourd'hui, la pollution de l'air, elle est à un niveau critique dans le monde, pour vous ? Alors, en France, il y a une étude qui avait montré qu'on était à plus de 40 000 morts par an directement liés à la pollution de l'air, 6,5 millions de personnes dans le monde en 2015, selon l'étude qui a été publiée par The Lancet vendredi dernier. Les chiffres donnent vraiment le vertige. On voit que dans certaines zones où il y a des concentrations de polluants, on a plus de 10% des personnes qui meurent à cause d'une pollution de l'air, et donc une mort qui aurait pu être évitée, des problèmes bronchopulmonaires, des cancers du poumon, etc., qui auraient pu être évités par cette pollution de l'air. Je pense que si les Français avaient conscience du problème, ils ne se diraient pas c'est juste des mesures gadgets pour faire plaisir aux bobos parisiens, parce que c'est malheureusement à ça que le débat est réduit aujourd'hui. Et l'objectif de faire de Paris une ville zéro émission de carbone d'ici 2030, un objectif qui vient d'être réaffirmé à l'instant, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Non seulement j'y crois, je suis certain même qu'on va y arriver avant. Regardez la Chine, par exemple, c'est très intéressant. Avant 2030 ? Les constructeurs comme Volvo, par exemple, nous expliquent que dès 2019, ils veulent arrêter la production de voitures qui utilisent des carburants fossiles. Donc on voit effectivement que même les constructeurs vont s'y mettre. La Chine a annoncé qu'elle réfléchissait à une réglementation pour interdire l'accès à son marché automobile à des constructeurs qui ne s'engageraient pas à majoritairement produire des véhicules zéro émission. Vous imaginez l'effet de levier si le marché chinois devient fermé à des voitures, à des constructeurs qui ne se lancent pas dans les véhicules électriques, les véhicules zéro émission. D'un autre côté, il y a le poids des lobbies qui est extrêmement fort. On sait que Anne Hidalgo l'a dit publiquement, elle a été menacée, elle a été contactée par des lobbies. Mais il va y avoir un petit changement, c'est que l'Europe s'en mêle et le juge. Les Amis de la Terre, qui est une association de défense de l'environnement, ont obtenu la condamnation de l'État en juillet dernier devant la plus haute juridiction française, le Conseil d'État, qui a donné jusqu'au 1er mars 2018 à la France, pas simplement pour élaborer des plans qui permettent effectivement à la France de passer en dessous des normes réglementaires qui, même à Paris, sont violées. Et donc, Nicolas Hulot va devoir présenter effectivement des mesures dont on va regarder l'efficacité et qui vont être contrôlées par un juge, le juge administratif. Je crois que les choses sont vraiment en train de changer et non, c'est pas une utopie, c'est nécessaire pour une question de santé publique. Et puis, vous savez, je crois que les responsables politiques aujourd'hui ont peur pour leurs responsabilités. C'est un peu le syndrome de l'amiante et de ces grandes catastrophes sanitaires qu'on a connues. Là, on est face à un scandale sanitaire et je pense qu'ils vont agir, comme le fait Anne Hidalgo, assez courageusement, pour arriver à ces objectifs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Arnaud Gosselin d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Arnaud Gosselin, merci à vous, Saveria. La réforme s'annonce délicate. Il s'agit pour les ministres des Affaires sociales réunis aujourd'hui au Luxembourg de trouver un compromis sur la révision de la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Paris est à la manœuvre et refuse que les routiers échappent aux règles de détachement. Mais il faudra convaincre les partenaires européens, notamment le Portugal et l'Espagne. Fabien Ecker. Des négociations qui ont valeur de test pour Emmanuel Macron, très offensif dans le dossier des travailleurs détachés. Le président français, pour une fois, à l'unisson avec les syndicats. La France a une position plutôt en avant sur ces questions-là. J'espère qu'il finira par y avoir une majorité qualifiée pour qu'on révise cette directive. Un travail égal, salaire égal. C'est ça la règle. À Luxembourg, les ministres du Travail des 28 planchent donc sur un compromis. Parmi les sujets sur la table, la durée du détachement ou la date à laquelle une nouvelle directive devra s'appliquer. Mais le principal enjeu des négociations est la question du transport routier. En cause le cabotage, une pratique qui consiste pour un routier européen à opérer dans un autre pays de l'UE rémunéré au tarif de son pays d'origine. Sur cette question, l'Europe est coupée en deux. La France, soutenue par un groupe de 6 pays, veut étendre la directive travailleurs détachés au transport routier afin de protéger leurs transporteurs nationaux de la concurrence des pays à bas salaire. L'Espagne, ainsi que les pays de l'Est comme la Pologne, qui compte 300 000 chauffeurs routiers, sont inquiets. Ils veulent permettre une période de cabotage de 5 à 10 jours
avant qu'un routier ne soit considéré comme un travailleur détaché. Hors de question pour la France. La position de l'Espagne sera déterminante. Pour bénéficier de son appui en vue d'un compromis, la France devra peut-être lâcher du lest dans le dossier des routiers. Jeudi, ce sera au tour du Parlement européen d'adopter une position commune. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Isabelle Gégouzeau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de la représentation en France de la Commission européenne, merci d'être avec nous. J'accueille également sur ce plateau Éric Bocquet, bonjour, vous êtes sénateur communiste du Nord. Vous avez travaillé sur cette question des travailleurs détachés lors d'un rapport pour le Sénat, c'était il y a 2 ans, on va bien sûr en parler également sur ce plateau. Richard Yung est également avec nous, bonjour, vous êtes sénateur La République En Marche, vous représentez les Français de l'étranger. Et Rachid Temal, bonjour, vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Isabelle Gégouzeau, on sait qu'il y a aujourd'hui une différence de positionnement entre le gouvernement français et la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quels sont les enjeux de cette révision de la directive aujourd'hui au Luxembourg ? Alors, ce sont des enjeux, d'abord c'est un travail qui dure depuis longtemps, où la Commission, dès son arrivée, a voulu renforcer toutes ces questions autour du droit social et des droits sociaux. Et donc, ce qui est aujourd'hui en question, plus que les différences sur tel ou tel point, c'est est-ce que l'on va réussir à appliquer en Europe le principe à travail égal, salaire égal, partout sur le territoire. C'est-à-dire faire en sorte que si un travailleur détaché d'un autre pays vient en France, il est payé au même prix qu'un travailleur français ayant les mêmes qualifications. On revoit une directive qui est une directive de 1996 qui posait des minima. On ne pouvait pas payer en dessous du SMIC. On devait respecter, lorsqu'on détachait des personnes, on devait respecter les minima sociaux, le temps de travail, etc. Aujourd'hui, on va un cran plus loin et on dit non seulement pour respecter le salaire minimum, mais si on a quelqu'un de qualifié, eh bien, il doit être payé au prix du même travailleur qualifié national. Donc c'est ça l'enjeu essentiel de cette directive et là-dessus il n'y a aucune différence entre la Commission européenne et la France. On est absolument d'accord. Ouais. Éric Bocquet, est-ce que ça sera possible un jour à travail égal, salaire égal au sein de l'Union européenne ? Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je suis très très réservé pour ne pas dire pessimiste. On est dans une Europe de la concurrence libre et non faussée, c'est inscrit dans le marbre de nos traités européens. Et le dumping social sévit, mais de manière de plus en plus brutale. Depuis 1996, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le grand élargissement de 2004, où tout à coup on est passé d'un écart de salaire de 1 à 4 entre les pays membres de l'Union, à un écart de 1 à 10 entre le salaire bulgare et le salaire luxembourgeois. Les écarts étaient ceux-là. Alors on sait ce qui se passe. Naturellement, on va aller vers le moins disant, le moins coûtant. Et les conséquences que l'on vit aujourd'hui sont absolument dramatiques dans beaucoup de secteurs économiques. Vous ne faites pas confiance à Emmanuel Macron pour modifier les choses, Éric Bocquet ? J'ai beaucoup de défiance par rapport au traité même, aux règles, la directive européenne elle-même. En T96, elle est dans les gènes, les conditions du dumping social. Payer le salaire aux travailleurs dans le pays d'accueil, c'est une chose, mais les cotisations sont dues au pays d'envoi et les écarts sont énormes, on le sait. Et ça, c'est les règles de la directive. Après, dans la vie concrète, il y a toutes les dérives qu'on a pu constater dans les travaux qu'on a menés à la Commission des Affaires européennes. Richard Yung, on sait qu'Emmanuel Macron veut limiter à 1 an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché dans notre pays et redéfinir au niveau européen ces règles pour mettre fin justement à cette concurrence sociale déloyale. Est-ce qu'il peut convaincre les partenaires européens, Emmanuel Macron ? Sur ce point-là, oui, je pense que les points de vue peuvent se rapprocher. Ça se discute entre 24 mois, ce que demande un certain nombre de pays du groupe de Visegrad, d'Europe de l'Est, et la proposition d'Emmanuel Macron, enfin de la France, de le faire 12 mois. 12 mois, c'est déjà assez long. Moi, personnellement, je trouve que c'est déjà assez long. Je crois qu'en pratique, la durée moyenne des détachements est de l'ordre de 40 jours. Donc, entre 4 et 5 mois. Voilà. Donc, vous voyez, on est quand même assez loin. Donc je pense que là-dessus, il y a possibilité de se rapprocher. Moi, je pense que c'est quand même un grand progrès pour répondre à notre ami sénateur du Nord, M. Bocquet. Avoir comme base le salaire du pays qui emploie, bien sûr, pour les charges, c'est différent. Mais c'est aussi vrai pour les différentes rémunérations
annexes, les repas, les tickets repas, etc. Je pense que là, il y a quand même un progrès important. Et du coup, il n'y aura pas de concurrence faussée puisque tout le monde sera sur la même base. Rachid Temal, est-ce que vous pensez malgré tout que ça règle la question du dumping social? C'est ce que disait Éric Bocquet à l'instant. L'Europe a un problème de dumping social. C'est plus large que ça. Mais en tout cas, on sait bien qu'il y a d'abord il y a un débat en France sur la question européenne, sur est-ce qu'il faut plus d'Europe, moins d'Europe. Et je pense que ce dossier-là est symptomatique ou symbolique justement d'une forme de dérive. Et que si enfin il y avait dans la réalité un travail égal, salaire égal, je pense que ce serait un grand pas. Il faut aussi, il y a à la fois le principe de liberté de circulation des hommes et des femmes, et en même temps, il faut le principe d'égalité. Donc moi, je pense que c'est un bon pas. Après, sur la question globalement du dumping social, fiscal, il reste beaucoup à faire. Mais si on peut dire aux Françaises et aux Français, voilà, sur cette question-là, on peut avancer, je pense que c'est déjà une bonne chose, à la fois pour les Français et les Français, mais également pour les travailleurs. Parce que je rappelle qu'à la base, ce texte-là doit pouvoir, historiquement, c'était ça l'idée, aussi de protéger les salariés. Et donc, il ne faut jamais oublier cela, c'est-à-dire que soit c'est une Europe qui protège et qui doit donner de l'égalité, je pense que c'est le texte qui va dans ce sens-là. Et enfin, parce que je sais que moi, mes camarades au niveau parlementaire européen travaillent sur ces questions-là avec d'autres, c'est une bonne chose que nous avançons. Ce n'est pas un sujet qui vient démarrer avec l'élection d'Emmanuel Macron, si je peux me permettre cette petite parenthèse, mais c'était déjà avant et même sous l'ancien quinquennat avec François Hollande. C'est bien que sur ce point-là, comme quoi, même le passé, il y a de bonnes choses. Justement, est-ce qu'il y a peut-être aussi une sous-estimation de la part d'Emmanuel Macron des lourdeurs technocratiques de l'Union européenne pour pouvoir avancer sur ce dossier, Isabelle Gégouzeau? On est dans une négociation. D'ailleurs, je crois qu'il faut aussi voir que les choses aujourd'hui, on n'est pas à la fin de l'histoire. On va voir ce qui va sortir du Conseil, mais le Parlement a voté la semaine dernière, devrait voter en plénière très prochainement, et donc on aura une position du Conseil, une position du Parlement européen. Ils vont continuer à travailler. Donc on est dans un processus de négociation, et c'est tout l'enjeu de l'Europe, parce que effectivement, il y a des positions différentes. Si vous êtes polonais, vous avez vu arriver beaucoup d'entreprises de l'ouest de l'Europe, parce que la France, qui reçoit des travailleurs détachés, en envoie également énormément. La France est un des pays qui envoie le plus de travailleurs détachés dans les autres États membres, 200 000 environ tous les ans. Et c'est pour les entreprises françaises des marchés, une capacité de se développer, et c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc ça marche dans les deux sens. Et le travail détaché, c'est aussi de très grandes opportunités pour des entreprises françaises d'aller plus loin. Ça peut être une opportunité aussi, le détachement de ces travailleurs, Éric Bocquet, vous voyez ça? Écoutez, pour une catégorie de salariés hautement qualifiés, bien rémunérés, oui, peut-être qu'on peut imaginer que ça ait ces effets-là, mais dans la réalité, dans certains secteurs économiques, je pense au transport routier notamment, le BTP, l'agroalimentaire, l'événementiel commence aussi à être touché par ces pratiques illicites de concurrence déloyale, ça fait des dégâts considérables et ça affaiblit ce qu'on appelle notre modèle social, qui c'est pas un gros mot, c'est un modèle qui a été construit au fil des décennies par les luttes, les batailles qui ont pu être menées, et on peut en être fier. Il ne faut pas détruire ça, il ne faut pas ramener tout le monde au plus bas niveau, il faut tirer tout le monde vers le haut. Et je pense que si l'Union européenne avait été construite en 1957, puisque c'est le même âge, j'ai le même âge que l'Union européenne, voyez-vous, si on avait dit d'emblée décrétons l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale, eh bien nous y serions. Or, c'est pas ça qui s'est passé. Les traités ont inscrit dans le marbre la concurrence libre et non faussée, et puis les conséquences que l'on vit sont celles-ci. Éric Bocquet, pourtant on nous dit aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de contrôle de l'inspection du travail en France, que ça a augmenté. On n'est pas non plus dans une zone de non-droit complètement. Non, enfin les contrôles sont largement insuffisants, du fait des moyens insuffisants. Les moyens de l'inspection du travail ont été considérablement réduits au nom de ce qu'on sait, RGPP, etc. notamment. Et donc les moyens, vous savez, un détachement qui dure effectivement une quarantaine de jours, entre la déclaration, la mise en place d'une équipe, un contrôle sur place, eh bien le chantier est terminé et les salariés sont partis. Malheureusement, dans la vie concrète, c'est ainsi que ça se passe. Donc il y a un problème de contrôle effectivement qu'il faudrait renforcer. Les règles, c'est une chose, et après les contrôles pour vérifier leur application. Richard Yung, est-ce qu'il faut aménager aussi des modalités spécifiques pour le transport routier? Ça, c'est un secteur sensible du dumping social. Je suis hésitant là-dessus. Je pense que si on ouvre la voie, si on le fait pour le transport routier, et on comprend bien pourquoi c'est un sujet sensible, non seulement pour les pays d'Europe de l'Est, mais aussi pour l'Espagne et le Portugal, qui sont très, très actifs en quelque sorte, et qui ont absolument besoin de transport routier, puisqu'ils ont une frontière, la seule frontière qu'ils aient, c'est à travers la France.
Pardon. Donc, je pense que le forcing qui est fait, enfin le fait que ça devienne un des points centraux de la négociation, pose problème. Une des propositions, c'est que on puisse ne pas appliquer les règles pendant 10 jours. Je ne rentre pas dans les détails, mais 10 jours par mois. Donc ça veut dire qu'en fait, on viderait pour presque la moitié de son contenu la nouvelle directive. Donc, à titre personnel, en tout cas, je ne suis pas très favorable à la sortie du transport routier. Ça peut donner des idées à d'autres, pour d'autres secteurs. Oui, Rachid Temal, on sait que le Portugal et l'Espagne vont observer cette question du transport routier de près. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, justement, pourra les convaincre ? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit Superman. Donc la vie, tout ça est un peu plus compliqué. Ce n'est pas un seul homme qui peut changer l'Europe. En tout cas, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne peut pas dire à la fois on est pro-européen. Il faut que la question sociale et l'alignement par le haut. Je veux dire, on ne peut pas être une puissance économique comme la nôtre et dire que le nivellement se fait par le bas. Donc là, nous avons un pas qui doit être fait. Il reste encore des étapes, mais un pas qui avance. Et je pense que la question des routiers doit être intégrée. On ne peut pas avoir d'exception. On sait bien que les entreprises dans notre pays qui sont sur ce secteur-là, les chauffeurs, on voit bien la difficulté de leur travail. On ne peut pas leur expliquer qu'on va y rajouter une difficulté supplémentaire. Donc je le dis, il faut que ce soit totalement dans cette directive-là. Et après, j'invite le sénateur La République En Marche à faire en sorte que l'État mette plus de moyens sur les contrôles, parce qu'effectivement, pour l'instant, le budget de l'État sur l'emploi baisse. Donc il serait bien aussi que voilà, ce qu'on porte au niveau européen, on l'applique aussi au niveau français, c'est beaucoup mieux. Cette question du transport routier, Isabelle Gégouzeau, pourrait faire échouer les négociations, cette tentative de renégociation, de durcissement de la directive sur les travailleurs détachés aujourd'hui ? On est en pleine négociation, on verra ce qui sort tout à l'heure du Conseil. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur les contrôles, vous avez absolument raison. Et qu'un des gros problèmes de cette directive sur les travailleurs détachés, c'est aussi la fraude. Et que pour lutter contre la fraude, il faut effectivement mieux que les administrations coopèrent mieux entre elles. C'est ce qui est déjà... On a fait déjà beaucoup de progrès, il y a déjà beaucoup d'améliorations. Et puis, la Commission va proposer... Pas, ça, Isabelle Gégouzeau, tout le monde n'est pas d'accord justement sur cette communication de données entre administrations. Alors, il y a eu des progrès. De facto, il y a eu des progrès, mais on a encore des progrès à faire. Et c'est bien pour ça que la Commission va proposer l'année prochaine la création d'une autorité européenne du travail qui aura pour, dans ses missions, notamment, de faciliter la fluidité des échanges entre les administrations nationales pour faciliter effectivement ces échanges d'informations qui permettront entre autres de lutter contre la fraude. Donc c'est effectivement un des points. Et puis je voudrais répondre aussi à monsieur sur le fait que nos acquis sociaux sont essentiels. Évidemment qu'ils sont essentiels. Ils sont tellement essentiels d'ailleurs qu'on a aussi proposé, et ça devrait, c'est aussi à l'ordre du jour du Conseil aujourd'hui, le socle européen des droits sociaux. C'est-à-dire un socle de droits qu'il faut respecter partout dans l'Europe et c'est véritablement vers cette convergence dont vous parliez, donc un socle de droits dans toute une série de domaines qui vont de l'égalité homme-femme au niveau des salaires, à la protection sociale, à l'encadrement, à l'aide au retour à l'emploi, enfin il y a toute une liste d'une vingtaine de propositions et le Conseil en discutait aujourd'hui et ça sera proclamé, si tout va bien, par les chefs d'État, un sommet qui aura lieu à Göteborg dans un mois, à la fin du mois de novembre. Donc c'est évidemment extrêmement important et évidemment l'Europe ne doit pas signifier que l'on perd en droit. Au contraire, on doit tirer vers le haut et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Éric Bocquet, quelles conséquences en cas d'échec aujourd'hui de cette révision sur cette directive des travailleurs détachés ? Eh bien, j'imagine que le nombre de travailleurs détachés va continuer d'exploser, puisqu'on est passé entre 2005 et 2015 en France à une multiplication par 980%. De 27 000 à 280 000 environ. Ça, c'est la réalité des chiffres. Donc, si on ne règle pas les choses, si on ne réglemente pas davantage, si on ne contrôle pas de manière plus sérieuse, avec des moyens humains et techniques, ça risque de s'aggraver et l'Europe continuera d'inquiéter comme elle inquiète aujourd'hui. On nous dit toujours, nous, les communistes, être contre l'Europe. On est contre l'Europe de la jungle et de la concurrence déloyale. On est pour l'Europe des coopérations, de la transparence et du progrès social pour tous. Ça prendra du temps, mais décidons-le aujourd'hui et à 20-30 ans, on ira tous vers un objectif supérieur. C'est le contraire qu'on est en train de vivre. Donc si on n'avance pas effectivement dans les négociations, je crains que les choses ne continuent de s'aggraver avec les conséquences politiques que l'on sait.
Regardez les votes qui viennent de se dérouler en Allemagne, en Autriche, chez nous. Il y a de l'inquiétude et le renfermement sur soi peut amener à la pire des solutions, celle qu'on a connue dans les décennies les plus noires de notre histoire. Et dans l'histoire plus récente, pour Emmanuel Macron, le Brexit est justement dû aussi à cette question des travailleurs de l'Est qui sont venus occuper les emplois des Britanniques. Ah oui, c'est le plombier polonais, comme il disait. Ouais. Ça fait Jacques Chirac, hein, c'est vrai que le problème n'est pas nouveau. Ils s'aperçoivent maintenant qu'il n'y a pas que le plombier polonais, puisqu'il y a maintenant un flux de retour, y compris dans nos propres pays. Je crois que là, l'opinion publique britannique a été trompée et mal dirigée. Mais pour répondre à ce que vient de dire notre ami Bocquet, moi je trouve que justement, les propositions qu'il y a sur la table en matière de salaire, en matière de durée de contrat, vont dans le sens de l'égalisation et dans le sens d'une plus grande justice sociale. Je trouve que c'est vraiment des mesures tout à fait souhaitables et tout à fait bonnes. Je ne crois pas qu'on puisse les critiquer. Mais je crains qu'elles ne soient pas unanimement partagées par les 28 États membres de l'Union européenne aujourd'hui. Le clivage est fort, très très fort, et les antagonismes très forts. Rachid Temal, est-ce que vous pensez que justement la position défendue par Emmanuel Macron est suffisamment protectrice ? Je pense que la position de la France est importante, et d'autant plus que, comme les uns et les autres vous l'avez dit, on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois dans nos élections présidentielles il y a moins d'un an, le niveau notamment de l'extrême droite, mais également dans de nombreux pays où on voit que la xénophobie, voire le nationalisme revient, il faut que vraiment chacun prenne conscience, que ce soit les institutions européennes, les différents pays, que là, on est à un moment donné qui peut faire basculer l'Europe. On est là vraiment sérieusement, quand on voit les dernières élections, la question de la Catalogne, la question du Brexit, etc. Donc, à un moment donné, il faut que chacun se dise très concrètement, est-ce qu'on veut encore faire l'Europe ensemble ? Moi, je suis européen convaincu, donc il faut le faire, et c'est pas n'importe quelle Europe. Donc, tout ce qui pourra aller dans le niveau en termes de questions sociales, fiscales et territoriales et d'investissement public me paraît dans le bon sens. Et donc on soutiendra chaque fois que c'est nécessaire. Donc c'est pas le problème de savoir c'est Macron, non, c'est la France. Je le rappelle encore une fois pour les téléspectateurs, ce projet-là a été porté par l'ancien gouvernement, Emmanuel Macron, qui participait, je le rappelle, a poursuivi. Donc, dans la même forme. Tant mieux, oui, c'était dans ce sens-là déjà, parce que vous savez qu'au niveau européen, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, donc ça n'est pas arrivé depuis 6 mois. Donc nous soutenons pour renforcer les droits des travailleurs et une Europe plus juste. Isabelle Gégouzeau, vous exposez ce problème aussi de la fraude. Même si on révise cette directive européenne, il y aura toujours des moyens de la contourner. Oui, mais la fraude, elle n'existe pas qu'au niveau européen, elle existe. Et ce qui est important, c'est de mettre en place les moyens qui permettront de lutter contre. Et c'est ce qu'on fait. Alors, c'est ce qu'on fait d'ores et déjà, puisqu'il y a un texte qui est entré en vigueur il n'y a pas longtemps. On parle beaucoup des textes quand on les adopte, mais moins quand ils entrent en vigueur. Donc celui-là, il est entré en vigueur au printemps dernier pour précisément faciliter la coopération entre les administrations sur ces sujets-là. Et là, c'est un vrai progrès. Et on va, comme je le disais tout à l'heure, proposer en plus cette autorité européenne du travail qui aura pour but de faciliter encore la fluidité de ces échanges. Parce que aujourd'hui, ce que l'on voit et ce que les gens ressentent, et ça je partage tout à fait ce que vous avez dit, il y a un sentiment d'inquiétude qui est fort, mais qui est lié au moins autant largement aux situations de fraude qu'aux situations de travail détaché. Et quand il y a fraude, effectivement, il ne faut pas l'accepter. Donc, et il appartient aux États membres de lutter contre ces fraudes. Encore une fois, Éric Bocquet, tous ne sont pas d'accord. Il y a ce risque, vous l'évoquiez, de monter de l'euroscepticisme finalement ? Oui, complètement. Et je me souviens d'un déplacement de la Commission des Affaires européennes avec notre collègue Jean Bizet. Il rendait compte de ce déplacement il y a quelques mois et il disait que les autorités polonaises disaient, écoutez, nous, c'est un avantage compétitif pour nous, point. La messe est dite. Et donc, partant de ce point de départ-là, vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir pour harmoniser par le haut. C'est pas demain la veille. Hein. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, justement, pour convaincre la Pologne, par exemple ? Revoir les traités européens, de travailler dans la solidarité, la coopération mutuellement avantageuse et fixer un objectif ambitieux à 20-30 ans d'harmonisation par le haut. Tant qu'on ne fera pas ça, on sera dans la jungle et les traités, malheureusement, ne combattent pas cette jungle-là. Richard Yung, c'est vrai que c'est un argument de la Pologne, ça a été rappelé en termes de compétitivité. Oui, mais enfin, réviser les traités, chacun voit ce que cela veut dire. Ah oui, on a su le faire. C'est pas 30 ans, là. Ah oui, mais... C'est 60 ans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Par exemple, la fiscalité.
On a des fiscalités très différentes. L'Irlande se donne un avantage compétitif en taxant à 8 ou 10, je ne sais plus. Bon, bref, tout ça. On essaye d'avancer, on a toute une discussion sur l'harmonisation fiscale, avoir une base commune pour l'impôt sur les sociétés, etc. Évidemment, tout ça, ça aurait été mieux de le faire en 57, je reconnais, peut-être même après. On l'a pas fait, c'est comme ça, et on doit vivre avec l'idée qu'on peut l'améliorer et qu'on y arrivera. Précisément, le socle européen des droits sociaux, c'est exactement ça. C'est se fixer des objectifs de convergence. C'est exactement ça. Permettre aux États de converger sur toute une série de principes, celui du salaire minimum. Alors, c'est pas demain qu'on aura le même salaire minimum en Pologne on a bien vu, et en difficultés France. d'harmonisation, notamment avec l'Allemagne pour un SMIC européen. Voilà, on va progresser vers plus de convergence sur un certain nombre de règles basiques. Et c'est exactement ce que l'on est en train de faire. Alors, ça prend du temps, mais c'est normal. Rachid Temal, cette harmonisation sociale, fiscale, vous y croyez ? Si on n'y croit pas, il ne faut pas être dans l'Europe. Je pense qu'on doit y croire. Après, il y a des moyens. D'abord, on peut quand même se dire que là, les parlementaires européens ont pu faire avancer des choses. Ça renvoie aussi à une autre question, qui est quand même le mode de fonctionnement, au-delà des traités, de l'Union européenne. Dire à un moment donné, il y a un vote qui est fait pour les députés européens, peut-être que ça peut aussi avoir plus de poids que parfois juste la Commission ou le Conseil. Donc tout ça doit être regardé. Mais encore une fois, je le redis, c'est-à-dire que si notre président de la République et d'autres aiment faire des discours historiques, plus que jamais, quand on voit ce qui s'est passé ou ce qui se passe sur ces derniers mois, faisons tout pour combattre le nationalisme et la xénophobie. Parce qu'elle revient ou elle relâche, chacun mettra le mot qui vient. Et c'est ça qui est important. Et si dans notre pays, on souhaite aussi avoir un autre discours sur l'Europe, regardons ce que c'est que les investissements européens en France, ce que ça crée comme emploi, et dire que notamment sur l'investissement, sur les fonds structurels, il y a aussi des choses plus en France. Donc il faut que chacun intègre bien que la France et l'Europe sont indissociables. Et donc dans l'Europe, nous devons, en tout cas nous, notre force politique de gauche, les socialistes, nous combattons effectivement pour cette qualité. Eh bien, merci Rachid Temal, merci à vous Isabelle Gégouzet, merci Éric Bocquet, merci Richard Yung d'être venu débattre de cette question sur ce plateau. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. On rencontre un sénateur. Aujourd'hui, nous accueillons Claude Kern, sénateur UDI-UC du Bas-Rhin. Avec lui, nous allons aborder la situation de la filière équine. Une filière qui fait travailler 180 000 personnes en France, mais qui s'inquiète de certaines mesures comme le taux de TVA ou la politique en matière de jeux hippiques. Reportage de Stéphane Amalian. Le cheval représente près de 200 000 emplois directs et indirects en France. Une filière à laquelle s'intéresse le sénateur du Bas-Rhin, Claude Kern. L'activité équine est importante sur son territoire. Elle est en grande partie financée par le PMU, qui est encore une entreprise publique. L'État se sert sur le chiffre d'affaires et c'est un pourcentage, je ne sais plus de combien. De 8% à peu près. 8%. Et de ces 8%, reverse une petite partie aux EPCI. De l'argent qui revient donc dans les caisses publiques. Mais l'État a décidé d'ouvrir les paris hippiques à la concurrence. La Française des Jeux va faire son arrivée sur le marché, ce qui inquiète la filière, mais également les collectivités locales qui bénéficient, elles aussi, des gains du PMU, 100 000 € par an pour la communauté de communes de Basse-Zorn. Moi, j'ai tout simplement la crainte que le financement manque aux sociétés de course et qu'un jour, on se retrouve ici avec 42 hectares de friches, comme on peut voir d'autres friches industrielles ou hospitalières. On a un sénateur qui est du territoire, qui connaît la question, donc on ne peut avoir que confiance en lui. Donc Claude, la pression est mise. La pression est mise. Il y a un signe de la part des députés En Marche, pour l'instant, qui ont vu cette problématique et qui sont conscients de cette problématique. Je ne crois pas encore qu'il soit à cet article-là au niveau de l'examen du projet de loi aujourd'hui, mais il y a un signe de ce côté-là. Du gouvernement, je ne sais pas encore, je ne les ai pas encore rencontrés puisque nous commençons seulement les auditions au Sénat dans les jours qui viennent. Du côté des installations, le PMU fait aussi office de mécène. Le complexe a un budget annuel de 6 millions d'euros et du matériel de haut niveau à entretenir. Mais l'ouverture du marché des paris n'est pas la seule menace qui pèse sur la filière cheval. Le taux de TVA, passé à 20%, est vécu comme un frein à l'activité, notamment chez les petits exploitants. Bonjour. Bonjour.
Yvonne Volmer s'occupe d'une vingtaine de chevaux et rencontre beaucoup de difficultés financières. Comme nous, on a quand même des petits clients qui sont limités au niveau de budget, qui ne sont pas sujetés à la TVA. L'augmentation de 10 à 20%, ça fait quand même un budget. Les propriétaires qui ont eu 2 chevaux, il y en a qui sont réduits à 1. Et les propriétaires qui sont à un cheval, ils sont réduits à la moitié ou pas du tout. Une situation extrêmement tendue que l'on retrouve aussi du côté des centres équestres. François Valteau dirige ce club hippique et dénonce la multiplication des taux de TVA. Le gros problème de la TVA dans nos centres équestres aujourd'hui, c'est qu'on a des taux différents. Il faut vraiment avoir fait des études pendant longtemps. Selon qu'on loue des installations, qu'on donne des cours, qu'on travaille des chevaux, à chaque fois on a un taux différent. Donc c'est très si on pourrait mettre tout à 10%, ça vous arrange. Pas tout à 20, mais tout à 10. Oui, ça serait mieux, oui. Une situation qui pousse les professionnels du secteur à contourner l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Tout à fait. Et c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on essaye, par quelques moyens que ce soit, d'y échapper. La filière équine attend des avancées. Le groupe d'études Cheval du Sénat devrait faire des propositions pendant l'examen du projet de loi de finances de 2018. Et Claude Kern est notre invité sur ce plateau. Bonjour, on vient d'entendre ce reportage de Stéphane Amalian. On sait que ce secteur est déstabilisé à la fois par cette question de la TVA et aussi la réforme du PMU. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est suffisamment sensibilisé à cette problématique ? Je l'espère aujourd'hui parce que on voit très bien que d'avoir modifié le taux de la TVA, de l'avoir fait passer de 10 à 20%, ne fait pas rentrer aujourd'hui plus d'argent dans les caisses de l'État. Alors c'est vrai que c'est une directive européenne, mais il y a des pays, par exemple, comme l'Irlande, qui ne jouent pas le jeu ou qui tardent à jouer le jeu. Donc je crois qu'il faut effectivement s'intéresser à cette question de très près et surtout au niveau revoir effectivement la directive européenne, parce qu'aujourd'hui c'est la filière équine française qui aide les autres pays européens. On se souvient que l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait été auditionné par les sénateurs sur cette question. Ses réponses n'avaient pas été jugées satisfaisantes. Alors qu'attendez-vous du nouveau gouvernement sur ces questions ? On attend que le gouvernement, effectivement, prenne ces questions à bras-le-corps. Et aujourd'hui, cette filière équine ou chevaline, pour certains, représente quand même un axe de développement durable, développement rural, et fait partie également de la vie au niveau de la ruralité, de la vie des loisirs, pas seulement les courses, parce que souvent on ne voit que les courses, la partie entre guillemets luxe qui ne concerne qu'un nombre très réduit de gros propriétaires, mais ce n'est vraiment pas du luxe aujourd'hui. Oui, on sait que le projet de loi de finances approche. Est-ce qu'il y aura des amendements, en particulier au Sénat, sur ce thème ? Je pense qu'il y aura plein d'amendements sur ce thème, oui. Nous y travaillons et nous y travaillons notamment avec la présidente du groupe d'études Cheval, savoir Anne-Catherine Loisier. Oui, c'est votre collègue centriste. Comment expliquez-vous finalement qu'on n'a pas vu aussi que la réforme du PMU, on rappelle, les gains sont à l'origine pour 80% des financements de la filière équine. Comment on n'a pas su mesurer l'impact et les conséquences sur la filière quand on a réformé le secteur ? Je ne sais pas comment. À cette question du comment, je ne pourrais pas répondre. C'est que trop souvent, on a des projets à court terme. On a une vision à court terme. Et le PMU, c'est quand même... La filière cheval, c'est quand même la seule filière sportive qui s'autofinance. Mais on n'arrive pas aujourd'hui à attirer des nouveaux parieurs ? C'est difficile ? Alors ça risque, effectivement, aujourd'hui c'est difficile, le nombre de parieurs a diminué. On l'a vu avec l'arrivée de la Française des Jeux et notamment la libéralisation de certains jeux. C'est vrai que peut-être qu'au PMU, et je sais qu'ils ont engagé une réflexion là-dessus, il faut revoir la manière de parier pour attirer plus de parieurs. Alors je sais qu'ils ont ouvert le pari en ligne, mais pour avoir cette autorisation, c'était limité à savoir que les paris servent de paiement au gain. Alors comme il y avait très peu de parieurs en ligne, naturellement aujourd'hui les gens ne sont pas attirés par le pari en ligne. Si vous jouez une course qui a 30 € de misée et que vous êtes 5 gagnants, vous gagnez au maximum 6 €.
Je reviens à cette audition de Stéphane Le Foll. Il vous avait répondu à l'époque qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour la filière équine. Ça, c'est une réponse qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas une réponse qu'on ne peut plus entendre. Je crois que la filière équine n'attend pas de l'argent de la part de l'État. La filière équine, c'est toujours autofinancé. Il faut maintenant donner la possibilité, ou laisser la possibilité à la filière équine de continuer de s'autofinancer. Ouais. On rappelle les chiffres, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 53 000 entreprises, 180 000 emplois directs. Ils sont menacés, ces emplois, selon vous ? Alors, ces emplois sont menacés. On l'a vu en rendant visite notamment à un propriétaire éleveur, Madame Volmer, qui nous disait très clairement, aujourd'hui, elle est en location. Avec son mari, ils avaient envisagé de construire, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de construire, notamment la hausse de la TVA. La hausse de la TVA, d'être passé de la TVA réduite à une TVA à 20%, vous aviez des petits propriétaires qui avaient 2, 3 chevaux, qui se sont séparés d'un ou deux chevaux. Eh bien, merci Claude Kern d'être venu évoquer cette situation de la filière équine sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin avec Rebecca Fitoussi. Bonne soirée et à demain.